Bienvenue dans Bruckmann on Air, le podcast du CHU Bruckmann. Ces rendez-vous audio proposent plusieurs séries thématiques qui mettent en lumière les initiatives, les expériences et les voix qui font vivre l'hôpital. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode de la série « Inspirer l'excellence ». Dans cette collection, nous explorons l'expérience étudiante à travers l'accueil, la reconnaissance, le feedback et ces attentions bruckmanniennes qui font toute la différence. Ensemble, inspirons une nouvelle manière d'apprendre et de transmettre. En 2024, le CHU Bruckmann a décidé de mettre en lumière la bientraitance des étudiants, lui offrir un espace, une voix, une reconnaissance à la hauteur de son importance dans les pratiques cliniques. C'est la campagne « Inspirer l'excellence ». Alors, c'est pas qu'un slogan, c'est pas non plus un vœu pieux, mais c'est un engagement collectif qui est ancré dans le quotidien des soins. De cette idée est né un mouvement, un symposium, des témoignages, des rencontres. Et aujourd'hui, 6 épisodes d'un podcast pour faire entendre ce souffle. Alors pour commencer cette série, mettons le cap sur un moment clé de l'expérience des étudiants, l'accueil en stage. Mais ce serait quoi, un accueil excellent ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Laura, Priska, Astrid et Leslie lors du symposium Inspirer l'excellence. Je propose d'écouter leurs réponses. Un accueil excellent pour moi justement, ce serait justement ça. On prendrait le temps de, par exemple, le premier jour de stage, de réunir tous les stagiaires à l'accueil du bâtiment, de l'hôpital, prendre le temps de visiter, même que ce soit 1 heure, 1 heure et demie, l'hôpital, et puis dire voilà, je vous dépose dans votre service, et le service, une fois qu'on arrive, aura sûrement fait le rapport, aura peut-être déjà administré leurs médicaments, et donc sauront peut-être prendre plus de temps, 5-10 minutes, 20 minutes, à nous présenter le service, à nous accueillir finalement. C'est clair que quand on a un accueil un peu chaleureux, ça nous poussera plus dans notre stage. Et donc, c'est vraiment un accueil où on prend le temps de présenter. Ce serait quoi pour toi un accueil excellent ? Alors pour moi, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Parce que quand j'entends excellent, j'entends bienveillance, j'entends sourire, j'entends disponibilité. Parce que c'est les premières choses auxquelles on fait attention, nous, en tant qu'étudiants, quand on arrive dans un lieu de stage. On se demande, est-ce que la personne est déjà en train de râler pour sa journée? Est-ce que la personne est déjà de mauvaise humeur? Est-ce que la personne est disponible au cas où on n'a pas compris ou on a besoin d'explications supplémentaires? Donc, pour moi, ce sont les 3 termes, bienveillance, disponibilité et le visage, parce que c'est le premier truc que je vois quand je vois votre visage, quoi. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ce serait quoi pour toi un accueil excellent ? Un accueil excellent pour moi, il y a la logistique. On monte les casiers, on prépare les badges et on emmène l'étudiant dans son unité, on lui montre un peu. Parce que l'arrivée brutale, j'arrive dans un service, ça bloque et ça peut impacter, pour moi, ça impacte l'étudiant quand il rentre en stage. Alors tu sais que le thème du symposium ici c'est inspirer l'excellence, mais toi quand on te parle d'excellence dans l'accueil, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ce serait quoi pour toi un accueil excellent ? C'est savoir que j'arrive, c'est connaître mon prénom, c'est me dire tu as ton badge, les vestiaires c'est là-bas. En fait, souvent moi ce qui me stresse le plus, c'est de pas connaître mon environnement de travail. Et donc, comme on doit changer souvent d'environnement, d'hôpitaux ou d'unité de service, c'est vrai que le fait de gérer tout le côté organisationnel, et c'est quelque chose qu'on doit plus penser, ça pour moi c'est top. Et puis avoir une ambiance bon enfant, en fait, un esprit familial, ça pour moi c'est ce que je recherche en tout cas. On a certainement tous le souvenir d'un premier jour quelque part, avec cette palette d'émotions qui nous traverse, l'excitation, la curiosité, l'appréhension, le stress, et parfois même de la peur. Dans ce contexte, les premières heures sont décisives. Elles posent les bases. Elles influencent le sentiment de sécurité, la motivation, la qualité des relations, et donc la qualité du soin. Soigner en équipe, ça me fait un peu penser à ce livre souvent étudié à l'école, Premier de cordée de Frison-Roche. Permettez-moi de vous présenter rapidement l'histoire. Elle se déroule dans les années 30 dans la vallée de Chamonix. Les guides de haute montagne y sont respectés, presque mythifiés. Et l'un des plus célèbres, c'est Jean Servétaz, un homme robuste, expérimenté, admiré de tous. Son fils, Pierre, est destiné à prendre la relève de son père comme premier de cordée. Une cordée, en fait, c'est un groupe de personnes qui est attaché ensemble par une corde. Le premier de cordée, c'est celui qui ouvre la voie dans une ascension.
il avance en premier et il doit aussi faire attention à ceux qui suivent. Alors, je ne vais pas détailler ce livre, mais je voudrais rebondir sur l'image de la cordée. Quand j'arrive à l'hôpital, j'enfile mon uniforme, je chausse mes baskets ou mes sabots, j'ajuste mes stylos, mes feutres, et j'entre dans mon unité de soins où je m'encorde aux collègues. Et voilà l'étudiant, le nouveau. Lui aussi, on va l'encorder à notre équipe. Et là se pose une question. Comment on va l'accueillir, ce partenaire qu'on ne connaît pas encore? Comment on peut avancer ensemble en sécurité, en confiance, en collaboration? Eh bien, je pense que pour répondre à ces questions, il faut d'abord se demander qui est-il cet étudiant? Que transporte-t-il avec lui? Autrement dit, qu'y a-t-il dans son sac à dos? Dans son sac à dos, il y a d'abord ses expériences passées et parfois un parcours qui peut sortir du schéma classique qu'on pourrait avoir en tête. Par exemple, l'étudiant, c'est pas forcément un jeune de 18-20 ans qui fait ses premiers pas dans le monde du travail, non. Aujourd'hui, l'étudiant, c'est une pluralité, une diversité de parcours, d'âge, d'expériences, d'attentes, de rythmes. Il y a bien sûr des primo-arrivants, des jeunes en formation initiale, mais il y a aussi des personnes en reprise d'études, parfois après plusieurs années de vie professionnelle. Donc, on a des reconversions, des trajectoires atypiques, des parents, des choix mûrement réfléchis, et tout ça coexiste, parfois même dans un même groupe, un même service, un même stage. Et à cela s'ajoute une réalité administrative. Avec la réforme des études et la logique de modularité instaurée par le décret paysage, le programme annuel de l'étudiant est devenu plus souple, plus personnalisé. En fait, à partir du moment où il a réussi sa première année, l'étudiant entre dans ce qu'on appelle la poursuite des études. Il ne suit alors plus forcément un programme standard, il construit un programme individualisé qui peut comporter des unités d'enseignement, donc des cours de plusieurs années à la fois. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, ça veut dire que lorsqu'un étudiant se présente en stage, on ne sait pas d'emblée de quoi il est capable. Il est peut-être dans la même année que son collègue qu'on a accueilli le mois précédent, mais il n'a pas la même histoire, il n'a pas les mêmes compétences acquises, on ne sait pas où il en est dans son parcours, et on ne sait pas non plus ce qu'il a envie de vivre. Mais pourtant, on va s'encorder avec lui. Alors, avant de commencer à travailler ensemble, s'embarquer ensemble dans une ascension, c'est important de prendre un moment pour faire connaissance, se demander qu'est-ce que cet étudiant connaît de notre montagne à nous, notre service, notre manière de fonctionner. Est-ce que c'est une découverte pour lui ou il a déjà été confronté à un environnement similaire? Qu'est-ce qu'il attend de ce stage? De quoi a-t-il besoin pour apprendre efficacement? Quel rôle souhaite-t-il jouer dans l'équipe pendant cette période? Il existe un outil simple et puissant pour nous aider à aborder ces questions. Ce sont les objectifs de stage. Ils permettent d'ouvrir la discussion, poser quelques règles, finalement aller au-delà du simple dossier administratif. En somme, avant de nous lancer, commençons par la base. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu veux apprendre ici avec nous? Mais dans son sac à dos, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des émotions, des craintes, des croyances, et sa manière d'entrer en relation avec ce qui, pour lui, représente l'autorité. C'est le chef, le référent, l'équipe. Parce qu'en stage, l'étudiant entre dans un monde où il doit apprendre, se positionner, oser. Et ça, c'est tout sauf simple. Alors un modèle peut nous aider à mieux comprendre ce qui se joue. C'est le cycle de l'autonomie de Catherine Simor, analyste transactionnelle. Il décrit différentes étapes qu'on traverse dans une relation d'apprentissage. Explorons-les ensemble. Il y a d'abord la dépendance. Dans le sac à dos de l'étudiant dépendant, il y a de la peur, le besoin de bien faire, l'envie de plaire, un peu de stress et parfois même une petite voix intérieure qui dit « Est-ce que je suis à la hauteur ?» Ce qu'il attend là, ce sont des consignes claires. Il cherche des repères, quelqu'un qui le guide. Il observe, il écoute, il veut bien faire, mais il n'ose pas encore être lui-même. Notre rôle ici en tant que professionnel, c'est de le sécuriser, structurer, donner un cadre, lui dire qu'il a le droit de poser des questions, et il a le droit de se tromper aussi. Il a le droit de dire non, sans que ça remette en cause sa place. C'est ça qui va permettre petit à petit à l'étudiant d'oser dire ce qu'il pense. C'est le début de l'autonomie. Vient ensuite la contre-dépendance. Dans le sac à dos du contre-dépendant, il y a de la colère, du doute, parfois même de l'opposition, une envie de bousculer, de dire « Oui, mais pourquoi on fait ça comme ça ?» Ou bien « Oui, mais moi, on m'a appris autrement. » C'est une phase où il cherche à tester les limites, à voir s'il peut penser par lui-même. Et parfois, oui, ça pique, ça provoque, ça déstabilise. Ici, l'attitude d'accueil demande de l'écoute et de la patience,
L'important, c'est de ne pas prendre pour soi les réactions, rester stable et inviter l'étudiant à chercher ses propres solutions. C'est une étape délicate mais essentielle parce que c'est ici qu'il commence à sortir de la peur et qu'il va construire sa pensée professionnelle. Ensuite, il y a l'indépendance. Dans le sac de l'indépendant, il y a de l'assurance, de la distance, le désir de faire seul. Le novice a appris les règles et maintenant il veut jouer la partie. Il veut prouver qu'il est capable. Mais il y a aussi un risque, c'est celui de se couper du collectif, de croire qu'il va tout faire sans aide. À ce moment-là, notre rôle, c'est de l'encourager à coopérer, à partager ses idées, à s'inscrire dans le « avec » et pas seulement dans le « tout seul ». L'autonomie, c'est pas être seul. L'autonomie, c'est savoir se relier aux autres sans se perdre. Enfin vient l'interdépendance. Un jour, dans ce sac à dos, on trouve autre chose, du choix, de la liberté, de la maturité. L'étudiant sait demander, proposer, écouter, co-construire. À ce stade, il devient un vrai partenaire de soins. C'est là que naît le plaisir partagé de travailler ensemble. Que peut faire le professionnel alors ? Eh bien, il peut ouvrir à de nouveaux défis, créer du sens, reconnaître la relation, par exemple. Ces différentes étapes, en fait, c'est pas un escalier. C'est un cycle, c'est un mouvement, un aller-retour. Chaque jour, en fonction de ce qu'il vit, l'étudiant peut changer de posture. Et ce qui va faire la différence, eh bien, c'est la façon dont on va l'accueillir, notre capacité à voir où il en est, à adapter notre présence, à respecter son rythme à lui, et pas celui qu'on imagine pour lui. Et parfois, c'est vrai, sans le vouloir, on se trompe. Imaginons qu'on travaille avec un étudiant en dernière année. Alors on le laisse faire seul parce qu'on l'imagine indépendant. Oui, mais lui, peut-être qu'il n'a jamais vu ce soin. Peut-être qu'il est en pleine phase de dépendance. C'est pour ça qu'il est figé, il n'ose pas demander, il sourit, mais il comprend pas ce qu'il fait. Et nous, on croit le rendre autonome, alors qu'en fait, on le laisse se noyer. Ou bien à l'inverse, on veut trop protéger, alors on répète, on contrôle, on vérifie chaque geste. Alors que l'étudiant est déjà en interdépendance, il est prêt, il cherche à être acteur. Et à force de vouloir l'encadrer, eh bien on le freine, on l'enferme. Parfois il s'oppose, il provoque, il critique, et on croit qu'il est insolent. Mais en fait, il est juste en train de chercher sa place, en contre-dépendance. Et ce qu'il attend de nous, à ce moment-là, c'est pas un rappel à l'ordre, mais une reconnaissance de ce qu'il traverse, un espace dans lequel construire son identité professionnelle. Et puis il y a celui qui fait tout bien, en apparence il gère, il est poli, efficace. Mais à l'intérieur, il cherche seulement à faire plaisir, à éviter les vagues. Et si on ne regarde pas de plus près, on pourrait croire qu'il est autonome alors qu'en fait, il est simplement dans une dépendance bien maquillée. En conclusion, oui, l'accueil c'est essentiel, mais ce qui compte surtout, c'est la justesse de notre présence. On l'a vu, il n'y a pas une seule bonne manière d'accueillir valable pour tous. Accueillir, c'est savoir observer, ajuster, accompagner au bon endroit, au bon moment. Pas en fonction de l'année d'études ou du CV, mais en fonction de la posture réelle de l'étudiant. Lui tendre la corde finalement. Pas pour tirer ni pour retenir, mais pour relier. Parce qu'un accueil excellent, c'est juste ça, le sentiment d'être attendu, reconnu, accompagné, pas comme un stagiaire parmi d'autres, mais comme une personne unique qui vient s'encorder à de potentiels futurs collègues.